chers auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et des 7 télévisions partenaires du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les sujets qui ont marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont d'abord la célébration le 3 mai dernier de la Journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Façonner un avenir des droits, la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains ». Ensuite, nous parlerons de la célébration le 1er mai de la fête du travail. Enfin, nous terminerons ce forum de la presse avec un triste phénomène de société. Il s'agit de la récurrence des cas de viol dans la région de Maradi. Pour analyser tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir les confrères Maïmouna Gado, journaliste indépendante, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Ousseini Sajibo, il est également journaliste indépendant. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Façonner un avenir des droits, la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains, c'est le thème retenu pour la célébration le 3 mai dernier par la communauté internationale de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée, il faut le rappeler, avait été décidée lors de la 48e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'était en 1993. Maïmouna Gado, qu'est-ce qui fait la particularité de la célébration de cette journée mondiale de la liberté de la presse édition 2023 donc? Cette année, c'est quand même, on a eu droit seulement à une déclaration de la Maison de la Presse, qui nous a fait, en tout cas, la genèse donc, de la liberté de la presse ici au Niger. Et donc, c'est vraiment pour dire que, en fait, ici, la liberté de la presse, comme l'a dit le président de la Maison de la Presse, nous avons perdu, je ne sais pas, c'est 2 places, je pense bien. 2 places par rapport à l'année passée. À l'année passée, dans le donc, classement il y a eu de une petite Reporters sans frontières de cette liberté de la presse ici au Niger. Et maintenant, mais qu'est-ce qui est à l'origine peut-être de cette régression, de cette liberté d'expression, liberté de la presse? Il faut se demander aussi, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que nous-mêmes, les journalistes, est-ce que nous faisons très bien notre travail? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les conditions de bien, en tout cas, exercer le métier? Tout cela concourt, en fait, parce qu'il ne faut pas regarder seulement que nous avons régressé de 2 pas en arrière. C'est juste pour dire que aussi, c'est les conditions que nous avons décriées depuis concourent également à ça. Donc, ce que je peux dire, c'est tout simplement qu'il faut que les journalistes, qu'on s'y mette, en tout cas, pour revoir notre copie, pour voir comment est-ce que nous pouvons relever le défi, pour que l'année prochaine, pour qu'on ne soit pas encore, au lieu de 2, se voir encore arriver jusqu'à un niveau où ça serait déplorable. Et pour cela, il faut d'abord qu'il y ait la confraternité entre les hommes de médias. Il faut que nous, autres journalistes, que nous puissions en tout cas cultiver cette confraternité, que nous puissions nous aider, que nous puissions travailler à bon escient, que nous puissions nous regarder et se dire que vraiment, tout ce que nous devrons faire, nous devrons le faire à bien. Et c'est pour sauvegarder la profession. C'est pour également amener un plus pour qu'aujourd'hui, cette profession qui, de par le monde, nous sommes le 4e pouvoir. Et le 4e pouvoir, moi je me dis qu'on a toutes les possibilités, les possibilités aujourd'hui d'aller de l'avant, d'exercer le travail, de faire en sorte que la jeune génération qui va venir après nous puisse également, qu'on puisse leur léguer quelque chose. Merci Maïmouna Gado. Justement, cette journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année est une occasion pour les pouvoirs publics, les journalistes, mais également les défenseurs des droits humains et de la liberté d'expression en particulier
de voir un peu la situation du respect des droits de l'homme, mais également de la liberté d'expression au Niger. Selon RSF, nous avons justement perdu 2 places dans le classement 2023 de RSF. La maison de la presse a eu à déplorer cet état de fait à travers une déclaration rendue publique à l'occasion de cette édition 2023 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. On écoute à ce sujet le président de la maison de la presse, Ibrahim Harouna. Le premier constat est que le Niger recule dans le classement RSF. En 2021, nous étions à la 57e place. En 2022, nous sommes passés à la 59e place. Et aujourd'hui, en 2023, nous passons à la 61e place. Cela veut dire que progressivement, nous sommes en train de reculer. Et si vous vous rappelez, une année, le Niger était même à la 29e place sur 480 pays. Si aujourd'hui nous reculons, c'est parce que la situation est en train de se détériorer. Et les raisons de cette détérioration de la situation sont nombreuses. Vous avez un climat sécuritaire très délétère, commun aux pays du Sahel, mais aussi le manque de respect des engagements pris par l'État concernant les médias au Niger. La maison de la presse s'est battue pour que la convention collective soit signée. On n'a pas senti l'engagement de l'État pour accompagner les médias à ce qu'ils puissent supporter les nouveaux engagements dans le cadre de la convention collective. Des propos recueillis par Mokhtar Amadou, Garé Amadou. Quelle analyse vous suscite ces propos du président de la maison de la presse, Ibrahim Harouna, par rapport à l'état de la liberté de la presse au Niger, ainsi que les difficultés que rencontrent les journalistes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions? Oui, et ce que le président Ibrahim Harouna a dit est particulièrement vrai. C'est vrai que Reporters sans frontières, dans le cadre de son classement, a bien relevé que c'est surtout le contexte sécuritaire qui a impacté sur le classement du Niger. Parce que le Niger est quand même ce pays qui a la particularité d'être le pays dans lequel on n'a jamais assassiné un journaliste. Jamais. Ils l'ont relevé. Ils disent en 2023, 0 journaliste tué, 0 journaliste emprisonné. Mais c'est même mieux pour le Niger. Au Niger, il n'y a jamais un journaliste assassiné, à part bien sûr le regretté, comment on appelle, le journaliste de RM qui avait sauté sur une mine. C'était pratiquement une mine qui ne lui était pas destinée, mais il a sauté sur la mine. C'était pratiquement le seul journaliste. Le Niger a la particularité de n'avoir jamais eu d'assassinat politique, d'homme politique, et de n'avoir jamais eu d'assassinat de journaliste. Ça, c'est quelque chose dont nous devons être fiers. Ce pays-là est un pays exceptionnel. Quand on voit ce qui se passe dans la sous-région, au Burkina, au Mali, où à l'époque de IBK, un journaliste a disparu, jusqu'à présent on ne l'a pas vu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On dit qu'il a été assassiné sous les ordres de Karim Keïta. Et au Mali, jusqu'à récemment, un confrère, un ami à moi a été interpellé par des hommes cagoulés, n'est-ce pas? Et heureusement, quelques jours après, il a été libéré. Je ne parle même pas des autres pays de la sous-région. Le Cameroun où... plus récemment. Le Cameroun où, voilà, notre confrère Zogo a été assassiné de façon aussi horrible après avoir été torturé. Je ne parle pas. Vous voyez, donc, c'est un pays... Moi, je considère que dans le domaine de la presse, ce pays-là, c'est un pays béni. Le Niger est un pays béni parce que nous devons être fiers. Parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes. Ibrahim Harouna a relevé les problèmes. Il a parlé de la convention collective. Il y a même la loi sur la publicité. Il y a le besoin d'augmenter le fonds d'aide à la presse. Tout cela, ce sont des choses que nous avons souhaitées. Parce que le fonds d'aide à la presse au Niger est le plus dérisoire de la sous-région. Le plus dérisoire. 200 millions, ça fait rire certains. Au Sénégal, je pense que c'est autour de 1 milliard et quelques qu'on donne aux médias. Donc vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de défis. Mais réjouissons-nous que ce pays-là, malgré tout ce qu'on peut avoir, souvent des problèmes de journalistes qui sont souvent interpellés au niveau de la justice, malgré tout, je crois qu'il y a un degré d'humanité que notre peuple a qui fait qu'il y a des limites qu'on ne franchit pas. C'est-à-dire que quel que soit le problème que vous avez, qu'un homme politique ou qu'un homme d'affaires a avec un journaliste, il n'arrive jamais à l'extrémité où il peut envoyer des gens pour assassiner le journaliste comme ça se fait dans d'autres pays. Oui, mais ça c'est un crime très grave. Justement, il faut s'en réjouir parce qu'on n'est pas arrivé à ça. Mais un journaliste quand même, quand il va en prison, quand il y a la détention préventive par exemple, mais bien sûr, alors qu'à partir de 2010 déjà... L'ordonnance qui prévoit la dépénalisation, selon en tout cas les partisans de la liberté de la presse et d'ailleurs la maison de la presse, très souvent cela est condamné. Oui, bien sûr. Le fait qu'on ait des cas de détention bien préventive. Sûr. Tout cela, il faut. Par rapport à tout ça, tout cela, ce sont des choses qu'il ne faut pas souhaiter. Mais il faut bien relever que Reporters sans frontières a relevé que pendant cette année-là, il n'y a rien eu de cela.
aucun journaliste interpellé, aucun journaliste emprisonné. Est-ce que vous comprenez cette année? Et donc, je vais dire même depuis l'arrivée du président Bazoum au pouvoir, et on constate quand même une sorte de tolérance concernant les... Et Dieu seul sait que nous commettons parfois beaucoup de bavures dans notre métier. Hein? Excusez-moi du terme, mais il y a beaucoup de conneries qu'on fait. Vous comprenez? Mais malgré tout... Ça veut dire qu'il faut être plus responsable. Non, il faut qu'on soit aussi beaucoup plus responsable. Parce que le métier exige le respect de l'éthique et de la déontologie. Mais écoute, Michel, on est dans un contexte d'insécurité. Et vous voyez ce que parfois nous publions, n'est-ce pas? Nous publions des choses parfois non vérifiées, des fausses informations, des fake news que nous publions, que nous partageons. Et après, on présente des excuses. Moi, je pense que donnons-nous, comme l'a dit Memouna, beaucoup plus de rigueur dans le métier. Faisons en sorte que nous faisons notre métier dans le respect de l'éthique et de l'ontologie. Et même quand on fait des révélations contre certaines personnes, qu'elles puissent être étayées par des preuves, parce que le jour où la personne va porter plainte, c'est sur ces preuves-là que vont se baser, n'est-ce pas, les juges pour pouvoir permettre... Parce qu'il faut même qu'on le dise, le journaliste n'est pas une personne non justiciable. Ah non! Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on pense que parce qu'on a dépénalisé, non, le journaliste n'est pas justiciable. Le journaliste n'est pas un être exceptionnel. Ce n'est pas un être super niché. Il peut d'ailleurs être condamné. Mais bien sûr. Juste ce qu'on lui donne la faveur de ne pas aller en prison. Mais il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire, n'est-ce pas, de la part du gouvernement. Faisons en sorte que, en tout cas, nous encourageons le gouvernement à ne pas aller dans le sens de l'interpellation des journalistes, n'est-ce pas, à ne pas aller dans le sens de l'emprisonnement des journalistes, et vraiment à tout faire pour que toutes les doléances pratiquement qui ont été soulevées par le président de la Maison de la Presse et qui ont été rappelées par le président du CSC lors du cocktail qu'il a organisé pour les responsables des médias et qui a rappelé tous les défis qui sont inhérents à la profession aujourd'hui au Niger. Merci beaucoup, Garé. Hussein Issa, faut-il se réjouir de la situation actuelle de la liberté de la presse au Niger et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour l'améliorer? Alors là, de mon point de vue, non. Non. Je suis d'accord avec ce que Garé a dit, je suis d'accord avec ce que Memouna a dit. Par rapport, il n'y a pas sur le plan, comment dirais-je, de la... Il n'y a jamais eu d'assassinat. Oui, il n'y a pas eu d'assassinat, il n'y a pas eu, parce que, comment vais-je dire, il y a quand même une espèce, il y a eu quand même un minimum de tolérance, n'est-ce pas? Mais malheureusement, tout ça, c'est en train de se dégrader, ces valeurs-là. C'est en train de se dégrader, en ce sens qu'aujourd'hui, de plus en plus, se développe une tolérance sur la base de considérations politiques. Et les journalistes sont engouffrés dans cette voie-là. À l'époque, ça n'existait pas. Les gens avaient leur position partisane, mais il y avait quand même un minimum de confraternité. Aujourd'hui, du fait de cette intolérance, comme avait dit, la confraternité est en train quand même a connu beaucoup, comme avait dit, a connu un certain recul. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens, par rapport même au respect de l'éthique et de la déontologie, je veux bien que les gens en parlent chaque fois. Mais aujourd'hui, quand vous faites un peu, comment dirais-je, vous regardez un peu ce qui se passe à l'intérieur des médias, vous allez constater que les gens en parlent, mais les gens ne l'appliquent pas. C'est pas qu'il y en a qui ne connaissent même pas. Qu'est-ce que le journaliste doit faire, qu'est-ce que le journaliste ne doit pas faire, n'est-ce pas? Ces dernières années, on a connu tout ça. Indépendamment des autres problèmes, bien évidemment, je vais parler un peu de la précarité dans laquelle évoluent les gens. Et c'est lié, c'est quelque part lié. Quand un journaliste n'arrive pas à s'assurer quand même un minimum, bien évidemment, il faut s'attendre à ce qu'il soit corrompu. Et une fois que la corruption s'installe, il faut s'attendre à tout. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut vraiment que la corporation se ressaisisse. Parce qu'une corporation, sa force, c'est la confraternité. Je peux ne pas être d'accord avec vous, on n'a pas la même vision, la même conception des choses en politique, mais on doit se tolérer dans le cadre de la profession, de l'exercice de la profession. Mais quand on va pousser, on risque, parce que dans tous ces pays-là que Gary vient de souligner, c'est à cause de l'intolérance qu'on est arrivé à des situations où on tue des journalistes. Quand l'intolérance arrive à un certain degré, il n'y a plus de contrôle. L'être humain devient animal. On voit un peu ce qui se passe, tous les conflits là auxquels on assiste. Et bien évidemment, il y a aussi cette difficulté que les journalistes ont, qui ne peuvent plus aller aujourd'hui sur le terrain, en tout cas dans les zones, un peu partout. C'est plus possible. Il n'y a plus possibilité de faire des reportages dans beaucoup de zones de ce pays, n'est-ce pas? Et ça fait que tout est limité quelque part. Non seulement à Niamey, mais également en région, également, les gens ne peuvent pas aller quelque part. Tout ça, c'est des difficultés que les journalistes éprouvent aujourd'hui ces dernières années. Et ça fait que ça a un impact sur le plan de la qualité, sur le plan des contenus. Ça a un impact quand même négatif
Et bon, on espère que la situation va s'améliorer, mais ce sur quoi je vais insister, c'est qu'il faut que les gens mettent l'accent sur la confraternité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on met en plus les réseaux sociaux dans la danse, ce qu'on voit, ce qui se passe sur la toile, on se pose bien des questions. On se pose bien des questions. Où va ce pays? Où va ce pays? Parce que c'est ça qui est en train de cultiver davantage l'intolérance. Quand vous allez sur les groupes, vous allez constater un certain nombre de choses qu'on est en train de laisser faire, qu'on doit normalement pouvoir arrêter, n'est-ce pas? Malheureusement, on a comme l'impression, bon, c'est une plateforme qui est là, personne ne s'occupe de ça. Les gens font ce qu'ils veulent là-dessus, et c'est des choses comme ça qui poussent, qui font basculer dans l'inconnu. Hein. Il faut vraiment que les gens réfléchissent à ces questions-là. Moi, je pense que c'est très important. Il ne faut pas laisser prendre la situation pour pouvoir corriger. Merci. Vous avez voulu rajouter... Je voulais ajouter un mot par rapport au concept de confraternité. C'est vrai ce que Hussein dit, la confraternité a pris un gros coup. Aujourd'hui, il y a des groupes que les médias ont créés où les gens passent tout le temps en train de s'insulter. Moi, personnellement, j'ai quitté un groupe à cause de cela, à cause des insultes. Les gens Et c'est dû à quoi? L'intolérance. Non, c'est dû aux considérations. Les gens ont des acquaintances. Penser qu'il y a des journalistes qui sont à la solde de certains hommes politiques, c'est cela. Mais bien sûr. Et parfois, c'est des considérations vraiment de très bas niveau. Et c'est dû à quoi? Non, c'est dû à l'acquaintance de certains journalistes avec la classe politique. Parce qu'un journaliste, il est censé être neutre. Mais bien sûr, il est censé être neutre. Il est là pour tout le monde. Voilà, mais malheureusement, les journalistes défend la vérité. Je vous dis, dans le groupe WhatsApp, les gens s'échappent. Ils passent tout leur temps en train de s'insulter. Deuxième chose, le risque que nous avons aujourd'hui, c'est concernant la multiplication des blogueurs. On dit, ah oui, les blogueurs, ils font de l'information. J'ai dit non. On parle de plus en plus d'activistes qui publient des informations et on dit c'est un tel qui a dit. Oui, on parle d'activistes, on parle de lanceurs d'alerte. Ils ne savent même pas ce que c'est lanceur d'alerte. Mais les gens passent tout leur temps en train de diffuser n'importe quoi, surtout sur les réseaux sociaux, comme l'a dit Ousseini. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que l'information n'est plus vérifiée. C'est du sensationnel, et quand tu vas dans le sensationnel, tu vas dans l'erreur. Et quand tu vas dans l'erreur, c'est sûr que cela va avoir des conséquences sur la vie de quelqu'un, un citoyen. Et ce citoyen, on ne peut pas savoir sa réaction. Bien heureusement que le Niger aujourd'hui, j'ai dit, il y a des limites, mais il faut qu'on fasse extrêmement attention. Et il faut que, surtout pour moi, le milieu de blogueurs, il faut qu'on puisse vraiment le réguler. Merci beaucoup. Passons à présent au second sujet du forum de la presse de ce soir. Le monde des travailleurs a célébré le 1er mai dernier la fête du travail, commémorant le 137e anniversaire des tristes événements de Chicago intervenus en 1886. C'est de leur héritage que les travailleurs ont aujourd'hui acquis plusieurs droits, dont la durée légale de travail de 8 heures par jour. Au Niger, la célébration de cette journée a été marquée par l'organisation de plusieurs défilés ainsi que la remise des cahiers de doléances au gouvernement et des activités festives. Maimoun Diado, dans quel contexte est intervenue cette célébration de la fête du 1er mai au Niger, dans le monde des travailleurs nigériens? Bon, dans le monde des travailleurs nigériens, vu le contexte de morosité économique aussi, il faut l'appeler, mais ça n'a pas empêché quand même les travailleurs de fêter, de sortir, de défiler comme à l'habitude. Puisque ça fait, quand on regarde, ça fait à peu près 2 ans que les travailleurs nigériens n'ont pas battu le pavé en tout cas, pour exprimer leur joie à travers les défilés. Donc, quand je dis 2 ans, il y avait eu une année où ça coïncidait avec la fête de Ramadan. C'était le jour de la fête de Ramadan, le 1er mai. Et le défilé n'avait pas eu lieu. 2021, c'est ça? L'année 2022. Récemment, 2022. Et l'autre année, c'était également au moment du mois béni de Ramadan. Et il n'y avait pas eu de défilé et ça coïncidait aussi avec cette histoire de Covid-19. Donc là, cette année, vraiment, nous avons assisté à des défilés. Nous avons, quand vous regardez, il y a eu plusieurs défilés jusqu'à, je ne sais pas, c'est 3 regroupements de centrales syndicales, en tout cas, qui ont manifesté leur joie par rapport donc, à cette fête.
quand vous prenez l'intersyndicale l'ITN, l'ITN a défilé de la place de la concertation pour converger vers la place Toumo avec les 4 centrales syndicales. Il y avait la CDTN qui s'est retrouvée au niveau, comme d'habitude, à la devanture donc, du stade général Séné-Kounché. Il y avait l'UDTN avec également d'autres centrales, les non représentatives, si je peux le dire, excusez-moi du terme, mais c'était comme ça. Les moins représentatives se sont retrouvées donc, de la place Salou-Jubo, le rond-point Salou-Jubo, pour converger vers le rond-point Barré. Donc, pour vous dire que vraiment, c'était célébré dans la quiétude. C'était vraiment célébré dans une atmosphère de calme, parce qu'on supposait qu'avec l'insécurité, il y aura d'autres régions qui ne pouvaient pas défiler. Mais quand même, Dieu merci, les autres régions ont également pu défiler. Les centrales ont défilé dans ces régions-là. Ils n'ont pas fait fi, en tout cas, de l'insécurité. L'insécurité ne les a pas empêchés de défiler et de montrer. Et c'est vraiment un retrouvaille. Les travailleurs se sont retrouvés. Ils se sont, en tout cas, partagés un moment de plaisir. Et il y a eu les doléances, la remise donc, du cahier de doléances au niveau donc, du ministère de l'Emploi et du Travail. Et les doléances, chacune de ces centrales ont quand même essayé de satisfaire par ces doléances-là les syndicats, les travailleurs qui sont dans ces centrales syndicales. L'ITN, mais ce qu'on peut retenir aussi, c'est cette histoire, cette affaire d'interpellation du secrétaire général de l'USPT à la veille même donc, de la fête, mais qui a été par la suite relaxé ou bien, je ne sais pas, oui, il était libre de tout mouvement. C'était avant-hier, juste après la fête, il a été vraiment relaxé. Donc pour vous dire que ça n'a pas empêché, même ça pouvait en tout cas empêcher les travailleurs, surtout de l'USPT, à ne pas défiler, mais quand même, et ils ont quand même répondu, les travailleurs ont répondu présent, et vraiment, c'était formidable en tout cas. Ce qu'on a vu, c'était formidable, puisque si une centrale ou bien des centrales peuvent faire 5 heures de temps, ou même 6 heures de temps en train de défiler sous ce soleil, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a quand même eu la possibilité de voir le nombre de syndicats, le nombre de travailleurs dont dispose aujourd'hui le Niger. Mais c'est des ressources. Il y a un grand engouement, Hussein Issa. C'est des ressources. Pourquoi est-il important de célébrer cette fête du 1er mai? Qu'est-ce que ça fait aux travailleurs qui a l'honneur à ce niveau de participer à un tel défilé? C'est une fête qui, comment vais-je dire, quand tu dis pour le travail, c'est une fête très importante parce que c'est une fête symbole. Symbole, c'est à partir de, comment vais-je dire, de la période des événements de Chicago qu'on 1886. Qu'on a commencé à prendre en compte un certain nombre de doléances des travailleurs, n'est-ce pas? À l'époque, c'était carrément l'anarchie. Comment vais-je dire, les employeurs, ils décidaient de ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de réglementation et tout. C'est à partir de cette fête. Et c'est en cela que chaque année, depuis cette date-là, la fête a été régulièrement célébrée dans le pays. C'est l'occasion pour les centrales syndicales de relancer le débat par rapport à leurs revendications, à leurs doléances, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a la possibilité de formuler des doléances, mais c'est des doléances qui sont là, qui courent. On essaie de les mettre dans un cahier pour les transmettre à qui de droit, au gouvernement, pour essayer de voir, oui, parce que vous savez, quand on soumet ces doléances-là, ces cahiers de doléances, ça donne lieu à l'ouverture des négociations par la suite, pour voir quelles sont les doléances qui peuvent être à plus ou moins long terme réglées, quelles sont les doléances qui ne sont pas, pour pouvoir trouver des protocoles et mettre en œuvre ce que les travailleurs demandent, n'est-ce pas? Bien évidemment, il faut que, et de part et d'autre, il faut qu'il y ait, comme on avait dit, des consensus et tout. Et c'est à l'occasion, c'est en cela que moi je pense que cette fête est importante pour les travailleurs. L'ensemble des travailleurs, quand je parle de travailleurs, je ne parle pas simplement tout le monde des travailleurs. Tout celui qui exerce une fonction rémunérée, quand même c'est un travailleur, il a des doléances, il a des problèmes. Il exige souvent des conditions, l'amélioration de ses conditions de vie en fonction du contexte, du nouveau contexte. Parce que vous savez, par exemple,
cette année, cette fête-là est intervenue dans un contexte très difficile, échecté de la vie, n'est-ce pas? Ça a été dit d'ailleurs par les leaders syndicaux. Mais bien évidemment. Qui, dans leur discours, ainsi que les cahiers de doléances, ça ne peut pas être occulté. Quand on sait comment on en est arrivé là. Mais quelles sont aujourd'hui les autres doléances du monde des travailleurs? Il y a des doléances spécifiques en lien avec directement le corps, les spécificités. Ça, je ne peux pas parler de ça. Vous dites, voilà, telle doléance. Quand je veux parler de manière globale, il y a une doléance là qui traîne depuis longtemps. Le recrutement, notamment à la fonction publique de ces contractuels qui dans sont le domaine de la santé, qui est un problème dans le domaine de la santé et de l'éducation, parce qu'on voit, on voit ce que c'est en train de produire à l'école et à la santé. Parce que tout simplement, ça a traîné que ces gens-là, qui sont arrivés, comment dirais-je, à la vie active, soient là, mis à l'écart pendant des années ou des décennies. Et aujourd'hui, ça pose problème, on voit tous les problèmes que ça pose. Il y a aussi la revalorisation du SMIC. Alors, bien évidemment, c'est important. Qui est de 30 000 au Niger. 30 046 francs. 47, je crois. 47, ok. Imaginez quelqu'un qui est payé à 30 000. Avec cette cherté, qu'est-ce qu'il peut? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est des problèmes comme ça que le travail essaie de solutionner en prenant langue avec les autorités pour voir dans quelle mesure. Maintenant, c'est là le problème, c'est qu'il faut que chacun, les uns et les autres, soient dans une disposition d'esprit pour pouvoir s'entendre et améliorer les conditions. Parce que la production, c'est les travailleurs. S'il n'y a pas de producteurs, ça ne peut pas marcher pour un pays. Et c'est en cela que moi, je pense, et ce que je peux peut-être souhaiter, c'est qu'à partir de ce 1er mai, qu'il y ait beaucoup plus, d'ouverture d'esprit de la part des gouvernants pour comprendre que les doléances que les travailleurs posent, ce n'est pas des doléances fantaisistes, c'est des doléances qui sont justifiées par un certain nombre de choses et qu'il faille trouver des solutions à ces doléances-là. Le président de la République avait d'ailleurs tweeté le jour de la fête pour souhaiter bonne fête à tous les travailleurs nigériens et exprimer un peu sa solidarité avec eux dans le cadre de la construction de l'œuvre nationale qui est justement celle de bâtir un pays solide et prospère. Gary Amadou, qu'est-ce qu'il faut attendre des autorités par rapport à toutes ces doléances du monde des travailleurs? Certaines de ces doléances reviennent chaque année et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle l'ITN était récemment allé en grève. Oui, il faut dire que ce qu'on attend du gouvernement, c'est vraiment de prendre langue avec les centrales syndicales et puis de se mettre en tout cas sur la table de négociation et dans la mesure du possible d'essayer de satisfaire les revendications qui peuvent être satisfaites de l'immédiat parce qu'il y a les urgences et il y a les revendications susceptibles d'être en tout cas satisfaites à moyen terme et à long terme. Donc il y a le court terme, le moyen terme, le long terme. Et donc il faut essayer de voir ce qui peut être fait pour essayer d'améliorer. Et moi, mon souci, c'est concernant les enseignants contractuels que je trouve qu'ils souffrent beaucoup. Les enseignants contractuels qui ne sont pas payés en même temps que les agents de l'État. Vous voyez, les enseignants contractuels, le jour où on commence à payer les salaires, eux, il faut attendre vers le 15 pour qu'ils commencent à être payés. Cette injustice-là, il faut la régler. Il faut qu'au moment où on dit que les salaires ont commencé, les enseignants contractuels qu'ils puissent aussi partir au niveau de leur banque ou au niveau de la poste s'ils veulent pour qu'ils puissent en tout cas être payés en même temps. Pourquoi cette injustice? Pourquoi est-ce que les enseignants contractuels, il faut vers le 15 alors qu'il y a des loyers à payer à la fin du mois, il y a des charges liées à l'électricité, il y a des charges liées à l'eau. Pourquoi faut-il que les enseignants contractuels puissent attendre vers le 15 pour qu'on commence à les payer? Cette discrimination horrible, je pense que l'État doit y mettre fin. Il faut que l'État prenne des dispositions pour que, je vous dis, dès que les virements ont commencé, que les enseignants contractuels puissent avoir aussi, en tout cas à leur disposition, leur pécule. Et la seconde revendication, c'est vraiment créer les conditions pour que les enseignants contractuels puissent être ceux qui, en tout cas, ont une durée en tout cas, d'activité au niveau de l'enseignement, une certaine durée, pour qu'ils puissent être directement recrutés, n'est-ce pas? Et même ceux qui ont dépassé l'âge, qu'on puisse créer les conditions. Je crois qu'à un certain moment, il a été évoqué une sorte de recrutement exceptionnel qui peut être fait pour les gens qui ont dépassé l'âge. Mais tout ça, là, je ne sais pas ce que c'est devenu. L'âge légal qui est 45 ans. Voilà, donc je crois qu'il y a des arrangements que l'État a voulu faire pour... Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais l'urgence, je dis bien, c'est que d'abord, pour de l'immédiat, les paiements de salaire et les pécules de contractuels doivent se faire en même temps. Ça, c'est une injustice qui doit finir une fois pour toutes. Ensuite, il faut recruter, il faut recruter ces enseignants contractuels-là. Voilà. Procédure qui font pratiquement le processus boulot. est lancé parce déjà, aujourd'hui, puisque l'État a prévu des évaluations. Mais oui, parce que les enseignants contractuels sont plus nombreux que les titulaires aujourd'hui. Bien sûr.
c'est eux qui font le boulot, c'est eux qui font l'éducation. Et quand je sais que l'éducation, c'est en tout cas, c'est un des credos essentiels du président de la République, je me dis qu'il doit y mettre, en tout cas, avoir un regard plus accentué sur cette question-là, pour faire en sorte que d'ici à la fin de son premier mandat, qu'on s'achemine vers la fin effective de cette contractualisation-là. Merci. Terminons le forum de la presse de ce soir avec ce triste phénomène de société. Les assises de la chambre criminelle au tribunal de Maradi se tiennent depuis une semaine. Le nombre important des cas de viol sur mineurs sont préoccupants. Selon Ibrahim Moutari, il est commis d'office au tribunal. Pour lui, il s'agit d'une situation très dangereuse qui se répand et qui nécessite une intensification de la sensibilisation. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Maman. Depuis un certain temps, à la chambre criminelle, nous constatons un cas très répandu, des cas de viol aggravé, viol sur mineur de moins de 13 ans. Vraiment, c'est une situation très dangereuse qui se répand. Par exemple, dans 20 dossiers, vous avez 6 à 9 dossiers, c'est ce genre des infractions. Et à l'analphabétisme surtout, parce que c'est dans les coins les plus reculés, quand vous constatez, dans la bourse, les inculpés, les accusés de ce cas de viol, généralement, c'est des gens qui n'ont fréquenté ni l'école coranique, ni l'école moderne, qui n'ont aucun contact avec le monde moderne et qui sont dans la brousse. Pour eux, tout acte est permis. C'est après avoir commis ces infractions qu'ils se rendent compte même que c'est une infraction grave. C'est quand ils seront au tribunal, à la barre, qu'ils vont voir que l'acte là qu'ils ont commis, c'est un acte très grave, très dangereux dans la société. Au cours des années, parce que, par exemple, le viol sur mineur de moins de 13 ans, c'est un emprisonnement de 15 à 20 ans. C'est une majeure qui dépasse 13 ans, 10 à 20 ans. Généralement, c'est une peine lourde. Maimoun Diado, quelle analyse vous suscite ces propos du commis d'office au tribunal de Maradi, Ibrahim Moutari, par rapport à cette récurrence de cas de viol, en particulier sur mineurs de moins de 13 ans? D'abord, il faut déplorer cette situation, parce que c'est à déplorer. Si on assiste à une recrudescence de viols sur mineurs de moins de 13 ans, c'est grave. Parce que ça, c'est ce que nous avons... En tout cas, c'est ce que lui, il nous a confirmé. Maintenant, ce sont les cas qui arrivent à atterrir là-bas. À la justice, parce que c'est souvent un sujet tabou. Voilà, parce que là, il a parlé également de l'éducation. Ah oui, parce que ceux qui font ces actes-là n'ont pas été, en tout cas, à l'école. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni bagage intellectuel, ils n'ont jamais été à l'école, ils n'ont jamais été à l'école coranique. Parce que pour eux, au moins si tu es à l'école coranique, tu sais que c'est un péché d'abord ce que tu es en train de commettre. Bien sûr. Et quand tu es au niveau de l'école, quand tu as été à l'école, ça veut dire que l'acte là que tu es en train de poser, tu sais qu'il y a des lois en tout cas qui réprimandent ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là nous sommes déjà Maradi, on connaît déjà ce qui se passe à Maradi. Maradi est déjà à une frontière du Nigeria. Maradi est aujourd'hui sous insécurité. Et j'avais parlé de ça la semaine passée pour dire que cette insécurité peut amener beaucoup de choses. Les violeurs peuvent être de cette insécurité-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir de ces jeunes ou bien de ces personnes qui sont enrôlées dans l'extrémisme violent. Aujourd'hui, c'est des villages reculés où ces filles-là sont en danger. Ça veut dire que c'est des villages où pratiquement il n'y a pas grand-chose à faire quand un violeur, par exemple, tombe sur une mineure. Ça veut dire que c'est vraiment là où ils sévissent, c'est vraiment dans des villages où l'instruction est minime, où déjà, et des fois, c'est les parents entre eux qui essaient d'arranger les choses pour les dossiers qui ne peuvent pas atterrir à la justice. C'est entre les familles que ça s'arrange. Ça peut être le voisin, ça peut être, oui, ça peut être l'oncle, ça peut être... Donc c'est vraiment un fléau. Et de par le passé, nous savons que ça existait. Mais là, si ça continue, ça veut dire que là, il faut aller vers la sensibilisation. Il faut aller sensibiliser ces parents-là, sensibiliser ces jeunes filles-là, sensibiliser également ces hommes qui sont en train de le faire, pour leur dire que, écoutez, quand vous faites l'acte et que vous êtes déjà pris, ça veut dire que vous allez en prison pour 15 ans.
Oui, Donc parce qu'il faut rappeler qu'au Niger, en tout cas, le viol constitue un crime, c'est-à-dire que c'est une grave infraction. Voilà. L'État condamne à partir de 10 ans. Quand c'est viol sur mineur, c'est-à-dire moins de 13 ans à ce niveau, le commis d'office a expliqué que c'est de 15 ans à 20 ans. Voilà. À ce niveau, Hussein Issa, qu'est-ce qu'il y a lieu de préciser par rapport à la responsabilité sociale, puisque on voit bien que l'État a criminalisé le viol, c'est comme l'homicide. Hein. Vous faites au moins 10 ans en prison, mais bon, on voit que quand les régions font leur assises criminelles, on voit également dans les autres régions qu'il y a parfois des cas de viol. Moi, je pense, quand on dit c'est parce qu'ils ne sont pas allés à l'école coranique ou qu'ils ne sont pas allés à l'école, comment dire, formelle, l'école moderne, c'est à cause de ça. Non, moi, je dis c'est des excuses faciles. L'UNICEF, à travers les chefs traditionnels, mène des campagnes dans toutes les zones, y compris reculées, par rapport à ces pratiques néfastes, mariage précoce et comment vais-je dire les mutilations génitales, scolarisation de la jeune fille. Même quand on n'est pas allé à l'école, quand même, on est censé comprendre qu'il y a des choses à ne pas faire aujourd'hui. Tout ce qui pose problème dans ce pays par rapport à la persistance de ces phénomènes, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Parce que quand l'impunité va être résorbée, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. Quand on a vu qu'on a pris quelqu'un qui a posé le même type d'acte et qu'il allait purger par 15 ans, on va réfléchir par 10 fois avant d'oser faire ce genre de choses. Mais il a expliqué, le commis d'office, que c'est des gens qui n'ont pas cette information. Mais ils n'ont pas... Non, c'est ça, je vais dire. Et c'est quand ils arrivent au tribunal qu'ils se rendent compte que les faits sont très graves. Je viens de dire une chose, quand même, l'UNICEF a fait un travail remarquable autour de ces questions-là. Pendant des décennies... Puisque l'UNICEF défend les droits des enfants. Je sais de quoi je parle parce que j'ai eu à participer à des choses comme ça. Et c'est au fin fond du Niger. Où on met à contribution les chefs coutumiers pour faire des campagnes de sensibilisation avec des leaders religieux, leaders d'opinion et tout des zones, pour amener les gens à comprendre un certain nombre de choses. Si ça persiste, c'est parce que tout simplement, à partir du moment où on criminalise, parce que ce n'est pas seulement dans ce domaine-là, dans tous les domaines, à partir du moment où il y a des lois qui sont prises, moi je dis il faut appliquer ces lois-là avec la plus grande rigueur. Parce que vous savez, la pédagogie, souvent, ce n'est pas forcément la sensibilisation, mais c'est la sanction là qui peut amener les gens à être droits. Mais quand il n'y a pas de sanction, ou il y a des arrangements, souvent. C'est souvent même les cas qui atterrissent au niveau de la justice, parce que le cas, c'est des cas qui sont très graves, avec des hémorragies ou autres. Et là, à ce moment, on ne peut pas cacher, n'est-ce pas? Mais sinon, il y a plein d'autres cas qui sont cachés. C'est ça même les cas graves, le viol aggravé à ce niveau, mais justement, les moins de 13 ans. Voilà, non, mais je veux dire, parce que quand ça arrive à ce niveau, le viol, ça peut concerner les mineurs, mais également des femmes majeures. Mais quand c'est des mineurs, c'est plus grave. Et là, quand c'est moins de 13 ans, ça devient encore plus grave. Quand on s'est dit, dans le cadre d'une vie en communauté, on s'est dit non, c'est un voisin, on ne va pas le dénoncer, on va se trouver un arrangement, et puis on tait l'affaire. Mais l'enfant va être traumatisé toute sa vie. N'est-ce pas? Parce que des grandes personnes ont décidé que il n'y aura pas de machin, il n'y aura pas de poursuite. La personne va être traumatisée toute sa vie. Moi, j'ai dit il faut sanctionner, c'est tout. C'est la seule solution. La dernière fois, je prends l'exemple, un autre phénomène, notamment le mariage précoce. Un cas qui s'est produit récemment, je ne sais plus si c'est à Maradi ou à Zende, ou dans quelle localité, je ne sais plus exactement, ça ne remonte pas à longtemps, où la fille s'est donnée la mort, n'est-ce pas? Qui a provoqué un émoi au sein de l'opinion nationale. Alors, est-ce qu'on doit continuer à observer des choses comme ça? Est-ce qu'on doit continuer? Merci, on vous a bien compris, Hussein Issa. Maïmoun a suggéré la sensibilisation, vous avez ajouté l'application de la loi. Il faut rappeler donc que le viol, on l'a dit, c'est une infraction qui constitue un crime au Niger. Le viol est puni de 10 à 20 ans de prison si c'est une enfant de moins de 13 ans qui a été violée, c'est à partir de 15 ans, donc de 15 ans à 20 ans. Et c'est souvent un sujet tabou, c'est ce qu'on rappelle souvent. Gary Amadou, comment le Niger peut réussir à éradiquer ce phénomène au Niger? Je pense que pour réduire ce phénomène-là, il faut, moi en plus il faut durcir les peines.
On parle d'une vie d'une petite fille qui est gâchée. Donc il faut durcir la peine. Je me rappelle d'une vidéo d'un procès qui s'est déroulé au Soudan où 3 gros gaillards ont violé une fillette de 8 ans et ils l'ont assassinée. Vous savez ce qui s'est passé en plein tribunal? La peine a été prononcée. Excusez-moi, je ne veux pas choquer les téléspectateurs, mais les organes génitaux de 3 personnes ont été coupés en public. Donc, il y a des pays où c'est vrai qu'à ce niveau, il y a une autre infraction qui est là, le meurtre. Oui, mais il y a des pays dans lesquels les violeurs multirécidivistes sont castrés. Ça existe. Mais on a la chance que le commis d'office a déjà mis en exergue quand même quelque chose qui peut être la raison pour laquelle ces gens-là commettent ces choses-là. C'est un problème d'éducation. D'éducation au niveau de manque d'éducation coranique, d'école coranique, manque d'éducation moderne. C'est peut-être une piste pour pouvoir sensibiliser. Ça veut dire que tout le travail qui est fait par ces ONG-là, est un travail insuffisant en réalité. Parce que les campagnes de sensibilisation sont menées par l'UNICEF, mais il faut s'interroger sur l'efficacité de ces campagnes-là. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce que malgré toutes ces campagnes-là, ces choses-là sont en train d'arriver? Donc il faut que l'UNICEF aussi revoie sa stratégie pour pouvoir en tout cas adapter sa stratégie au contexte actuel. Aujourd'hui, ces jeunes-là, pourquoi je parle de durcir la peine? Mais écoutez, je suis d'accord avec Ousseini. Même s'il y a la question de l'éducation, mais on n'a pas besoin de partir à l'école pour savoir que voler, c'est pas bon. Ça relève du bon sens. Mais bien sûr, voler, il y a la morale. Voler, c'est pas bon, n'est-ce pas? Et tuer son prochain, c'est pas bon. Et donc, les rapports intimes, c'est dans le cadre du mariage, tout le monde le sait. Et une petite fille, il faut préciser que quand on parle de viol, il y a la contrainte et le consentement chez les enfants. Ce n'est pas accepté le plus souvent. Donc la question de l'éducation, même si elle est importante, elle n'est pas suffisante pour pouvoir expliquer ce phénomène-là. Les gens sont mal éduqués au niveau de leur famille, de leurs parents, qui ne leur apprennent pas les choses à faire et à ne pas faire. Voilà ce qui se passe. Et donc quand des parents échouent à éduquer leurs enfants, on assiste à des choses comme ça. Et on assiste à la naissance de violeurs, de voleurs et des assassins. Vous voyez? Quand on voit par exemple dans une école, on dit que non, un élève va poignarder son maître. Ça, c'est un problème d'éducation. Parce que lui, il est même à l'école. Il est même à l'école, mais il a assassiné son maître. Il lui a mis un couteau. Comment vous pouvez expliquer ça? Ça encore, vous allez dire que... Donc c'est pourquoi l'argument de l'éducation, même s'il est important, il ne peut pas tenir la route. Je suis d'accord avec Ousseini. Donc, il y a un travail de sensibilisation à poursuivre. Et surtout, le travail le premier à faire, ce sont les parents. Dès que l'enfant naît là, il faut l'encadrer sur le plan de la morale, le respect du bien public, du bien d'autrui, le respect de la famille, l'importance du mariage. Tout ça là, il faut expliquer ça aux enfants. Ces filles là qui sont violées, l'avenir est détruit. L'avenir est détruit. Et c'est souvent un sujet tabou. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Puisqu'on n'en parle pas et les gens se disent, bon, dans une famille, quand ça arrive, certains sont obligés de cacher parce qu'on risque de dire que c'est dans telle famille que c'est arrivé. Le problème, c'est que parfois, c'est même un proche de la famille qui fait ça. Si ce n'est pas l'oncle, c'est le cousin qui fait ça. Il faut fouiller. Si vous fouillez le dossier, là, vous allez voir. C'est toujours un proche. Donc ça salit la famille, c'est ça? Ça salit la famille. Et on a tendance à vouloir faire des arrangements. Moi, je suis contre les arrangements. Moi, quand je vois une petite fille de l'avenir est gâchée, mais excusez-moi, mais moi, je pourrais même faire la promotion de la peine de mort. Hein. Ah oui, je vais choquer beaucoup de gens, mais je pourrais faire la promotion. Moi, je trouve que c'est animal de s'en prendre à une petite fille. Même à une fille majeure, la plus forte, une petite fille qui ne sait même pas ce que c'est la vie. Qui ne sait même pas ce que c'est, qui ne comprend même pas ses parties intimes. Une petite fille comme ça, vous venez vous détruire sa vie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens comme ça? Merci, on vous a bien compris, mais vous veut terminer avec un message, c'est ça? Non, en fait, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue également qu'aujourd'hui, c'est énormément de drogue, de stupéfiants, en tout cas qui rentrent dans notre pays. Donc les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Et multiformes. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la délinquance totale. En tout cas, on assiste à une délinquance totale de ces jeunes-là, totale de ces hommes-là qui prennent ces stupéfiants et qui font des choses. Et après, moi, je me dis, ils font des choses, ils savent déjà. Ils savent, mais quand même, il y a d'autres, quand vous les demandez, il faut d'abord prendre ces stupéfiants pour pouvoir faire autre chose. Donc, moi, je me dis que nous sommes envahis par ça.
sommes envahis par les stupéfiants, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes également aujourd'hui dans cette sensibilisation que je viens de dire à l'instant, c'est surtout sensibiliser les parents pour que les parents puissent dénoncer. Parce que c'est là où ça cause problème. Il faut donc briser le tabou. On vous a bien compris, Maïmouna Diado. Nous sommes au terme du forum de la presse de ce soir. Nous disons merci à nos 3 invités. Maïmouna Diado, journaliste indépendante. Gary Amadou, journaliste au journal La Nation. Et Hussein Issa Jubo, journaliste indépendant également. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Merci à l'équipe technique composée de Seyni Saka et Mustapha Yoba. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.